Cette semaine, je vous propose de résoudre l'un des mystères les plus fascinants de l'archéologie. Qui a construit ces incroyables monuments? Étaient-ce réellement les Égyptiens? Ou bien ont-ils été légués par une civilisation disparue? Pour connaître la vérité, je vais m'introduire au cœur de la plus grande pyramide du monde. M'enfoncer profondément sous la première pyramide jamais construite. Je vais vérifier les théories qui prétendent que le Sphinx est 2 fois plus ancien qu'on ne le croit généralement. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Bonjour, je suis Josh Bernstein, et ça, c'est le Caire. C'est une des villes les plus peuplées au monde, plus de 20 millions d'habitants. Et depuis plus de 1000 ans, c'est aussi l'une des plus célèbres. Il est facile de comprendre pourquoi. Son architecture magnifique et ses marchés florissants ont toujours attiré les visiteurs. Quand on se promène, on a le sentiment que la ville est très ancienne. Mais tout est relatif. Le Caire n'a été fondé qu'en 970, alors que la civilisation égyptienne date de plus de 4000 ans. Et il serait difficile d'en manquer les vestiges les plus voyants. Des 7 merveilles du monde antique, seules les pyramides sont encore debout. Aujourd'hui, elles se dressent toujours dans le désert, mais à la lisière de la ville, pratiquement absorbées par la banlieue de Gizeh. Pour aller jusqu'aux pyramides, je décide de faire le voyage à l'ancienne, en passant par le désert à dos de dromadaire. J'ai vu des milliers de photos des pyramides, mais on n'a aucune idée de leur taille véritable tant qu'on n'est pas à leurs pieds. Je crois qu'il faut s'approcher encore pour avoir une meilleure vue. C'est ici que j'espère pouvoir apprendre l'origine réelle de ces monuments extraordinaires. D'après les archéologues, c'est vers les années 2550 avant notre ère que les pharaons ont rassemblé des milliers d'ouvriers pendant des décennies pour se faire construire ces mausolées géants. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains prétendent que les pyramides sont bien plus anciennes et que ce ne sont pas les pharaons qui les ont fait construire. Si vous voulez voir les pyramides, c'est le meilleur moyen de s'en approcher. Merci Habibi. John Van Hocken de l'Association pour la recherche et la vérité est tout sauf un archéologue. Ses théories sur l'identité des bâtisseurs des pyramides sont complètement différentes de celles de la plupart des archéologues. Nous y voilà? Nous y voilà. La grande pyramide de Gizeh. On peut grimper? On verra mieux. John prétend que les pyramides remontent à plus de 12 000 ans, qu'elles furent construites en 10 500 avant notre ère. Ces croyances sont basées sur les travaux d'un théoricien américain bien connu, Edgar Cayce, qui au début du XXe siècle a relancé l'intérêt pour la civilisation mythique de l'Atlantide. Non seulement il soutenait que cette civilisation très avancée a réellement existé, mais qu'elle est à l'origine de la construction des pyramides. D'après John, l'Atlantide sombra sous les eaux dans un violent cataclysme entraîné par un tremblement de terre il y a 12 000 ans environ. Quelques survivants se réfugièrent en Égypte, où ils apportèrent les connaissances et la sagesse de leur civilisation avancée. En pleurant leur mort, ils ont érigé les pyramides pour commémorer la disparition de leur pays. Donc ça a été construit 10 500 ans avant notre ère. Oui. Vous avez la preuve? Nous nous appuyons sur les mythes, les légendes et des preuves indirectes.
Mais certaines de ces preuves sont assez impressionnantes. Et elles doivent être prises en compte quand on essaie de dater l'endroit. Donnez-moi un exemple de ces preuves indirectes. On est assis Sur une montagne de preuves. une montagne de preuves de haute technologie et d'habileté nécessaires à une pareille construction. Les Égyptiens auraient-ils pu construire ceci? Non, les blocs de pierre sont trop grands. Ils sont trop bien taillés, trop bien assemblés. Certains éléments de cette pyramide sont trop extraordinaires pour avoir été fabriqués par un groupe primitif à cette époque. Pour John, les Égyptiens de l'époque ne possédaient pas les compétences techniques nécessaires à la construction des pyramides. D'après lui, la réussite d'un projet aussi grandiose nécessitait un savoir et une technologie qui avaient été perdus à l'époque des pharaons et que seuls les Atlantes plus avancés auraient pu posséder. Quoi d'autre? Quels sont les autres éléments qui indiquent que cette pyramide a été construite par une culture avancée? L'alignement des étoiles dans la constellation d'Orion. Vous remarquerez qu'ils ont construit la première pyramide, puis la deuxième, directement dans l'axe de la première, et ensuite la troisième est décalée. Exactement comme les étoiles dans la ceinture d'Orion. Les deux premières sur la même ligne et la troisième décalée. Beaucoup d'autres monuments sur Terre sont alignés sur les étoiles. Mais John affirme que l'orientation des pyramides correspond à l'orientation exacte d'Orion il y a 12 000 ans. Précisément à l'époque où les Atlantes auraient été en train de construire les pyramides à Gizeh. Pourtant, d'après les archéologues qui ont daté au carbone le ciment des pyramides, la construction est bien plus tardive. Elle remonte au règne de Khéops, en 2500 avant Jésus-Christ. John, et les preuves directes, les archéologues sont parfaitement sûrs de leur date? Leurs meilleures preuves viennent de la datation au carbone. Et pourtant, nous pensons que quand Khéops est arrivé ici, le monument était déjà ancien et qu'il s'est contenté de le réparer. Donc la date obtenue au carbone est correcte, mais ils n'ont pas construit les pyramides, ils ne faisaient que les réparer. Ils réparaient ce qui était même pour eux un monument très ancien. Beaucoup d'archéologues sont indignés quand on suggère que les anciens Égyptiens étaient trop primitifs pour avoir construit les pyramides. Et le premier d'entre eux, c'est le docteur Zahi Hawass, le secrétaire général du Conseil supérieur des Antiquités d'Égypte. Le docteur Hawass conduit des fouilles sur le plateau de Gizeh depuis plus de 25 ans. Et si quelqu'un peut me dire la vérité, c'est bien lui. Je viens d'entendre une théorie passionnante sur qui a construit les pyramides et quand. Les gens aiment bien échafauder des théories, ils aiment rêver. Le docteur Hawass a souvent entendu ces théories et il est clair qu'il s'en agace rapidement. Les preuves archéologiques sont suffisamment nombreuses pour établir que les constructeurs des pyramides étaient les Égyptiens. Pour lui, il n'y a aucun doute. Les travaux archéologiques prouvent que les Égyptiens ont bien construit les pyramides. Nous n'avons jamais découvert de preuves de l'existence de civilisations disparues. Rien. Jamais. Pas très loin de son bureau, à l'ombre des pyramides, il y a une série de tombes construites d'après lui pour les ouvriers du chantier. Pour les archéologues, ce cimetière ancien est un élément primordial qui établit le lien entre les anciens Égyptiens et les pyramides. Regardez, ils ont construit leur tombe avec les restes des pyramides. Ils ont mis de côté des blocs de calcaire pendant qu'ils construisaient les pyramides et ils sont enterrés là. Regardez leur tombe. Ce sont les tombes de ces mêmes ouvriers qui ont déplacé ces pierres. Le docteur Hawass m'apprend que, contrairement à ce qu'on croit généralement, les ouvriers des pyramides n'étaient pas des esclaves. Plutôt que de payer des impôts, les familles nobles égyptiennes préféraient fournir des ouvriers qui travaillaient sur le chantier par période de 3 mois. Regardez toutes ces tombes. En étudiant chacune d'entre elles, nous pouvons apprendre énormément sur les ouvriers qui ont construit ces pyramides. Et cela prouve une chose importante que je dis toujours, les pyramides étaient un projet national.
Ce qui rend difficile l'étude des pyramides, c'est la rareté des inscriptions à l'intérieur. Sans indication écrite sur l'identité des bâtisseurs et la date de la construction, les certitudes sont difficiles à établir. Les tombes des ouvriers permettent cependant de répondre à certaines questions. Les gens enterrés ici ont laissé sur leurs tombes des inscriptions qui renseignent les archéologues sur leur vie. Regardez ce hiéroglyphe. Cela dit Sage Seru, l'inspecteur des officiels. Regardez Josh. C'est son nom en hiéroglyphe. Wisser Nenesut. Toutes ces tombes que je vais vous montrer portent les titres des gens comme contremaître des ouvriers qui traînaient les blocs, surveillant des sculpteurs, ou dessinateurs, ou artisans. Tout ça, ce sont des faits qui nous prouvent que les bâtisseurs des pyramides étaient en fait des gens comme vous et moi. Mais ils n'ont pas laissé que leur nom derrière eux. Josh, vous croyez à la malédiction? J'en ai entendu parler. Bon, vous y croyez? Je préfère ne pas être maudit, alors oui. C'est exactement ce que je vais vous montrer. Une malédiction que cet homme a laissée. Et cela dit, écoutez tous, si quelqu'un touche à ma tombe, il sera mangé par un crocodile, un hippopotame et par un lion. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Bon, et celui qui a exhumé le corps et étudié le squelette, il a été mangé par un crocodile? Non. Un hippopotame? Les crocodiles ne peuvent manger que ceux qui croient aux civilisations disparues. Le docteur Hawass a autre chose à me montrer que les inscriptions sur les tombes. Il affirme qu'il existe d'autres preuves au cœur même de la grande pyramide. Des preuves cachées dans une pièce à laquelle presque personne n'a jamais accès. Est-ce que c'est l'entrée d'origine? Non, cette entrée a été percée au IXe siècle. Quand le calife Al-Mamoun, celui des 1001 nuits, est arrivé à la tête de ses soldats, ils ont tenté d'entrer dans la pyramide, mais ils n'ont pas pu trouver l'entrée. Ils ont alors percé celle-ci et sont entrés comme nous maintenant. J'ai l'impression de voyager dans le temps, de me plonger au tout début de la civilisation. C'est un sentiment extraordinaire. Cette entrée s'appelle encore l'entrée Al-Mamoun. Mamoun. Mamoun, des 1001 nuits. Je croyais que tout avait été inventé dans les contes des 1001 nuits. Mais si le héros de ces histoires est un personnage bien réel, alors peut-être que les théories de John Van Auken, elles non plus, ne sont pas imaginaires. Zahi Hawass me guide maintenant dans les profondeurs de la pyramide de Khéops, le long de puits littéralement creusés à même la pierre. À chaque marche, l'air devient plus irrespirable et les murs plus étroits. C'est agréable de pouvoir se redresser. Vous avez vu comme c'est dangereux de grimper? Waouh! Mais c'est une aventure. Nous allons voir de nombreuses preuves que ce sont bien les Égyptiens qui ont construit ces pyramides. Nous sommes à 60 mètres à l'intérieur de la pyramide et ce n'est pas fini. Le docteur Hawass va me montrer des preuves qui mettront un terme définitif au débat sur l'identité des bâtisseurs des pyramides. Je cherche à savoir qui a réellement construit les mystérieuses pyramides de Gizeh. John Van Auken assure qu'elles ont été bâties par les survivants de l'Atlantide, tandis que selon Zahi Hawass, tout indique qu'elles sont l'œuvre de pharaons égyptiens. Où est la vérité? Le docteur Hawass m'entraîne dans les profondeurs de la pyramide à la recherche de nouveaux indices. Nous sommes à plus de 150 mètres à l'intérieur de la pyramide et nous nous approchons d'un passage étroit appelé l'antichambre.
Lors de la construction, l'antichambre a été condamnée par 3 énormes herses de granit qu'on a fait tomber dans le passage pour bloquer l'accès à la pièce la plus importante de la pyramide, la chambre du roi. Les herses sont maintenant disparues, et simplement en se baissant, nous pouvons entrer dans la pièce. Josh, ici nous sommes dans la 3e chambre funéraire de la pyramide. Elle est faite de granit. La pièce entière est taillée dans... Chaque bloc pèse environ 16 tonnes. Je n'arrive pas à le croire. Vous imaginez amener tous ces trucs jusqu'ici, depuis le niveau du sol, tout en haut, jusqu'ici? Regardez, venez, regardez ça. Regardez les joints. Regardez comme c'est parfaitement découpé. Une chose est sûre, quel que soit le bâtisseur, il était extraordinairement habile. Mais nous allons encore plus loin que cette chambre funéraire. Le docteur Hawass me guide jusqu'à un endroit de la pyramide fermé au public, que presque personne ne voit jamais. Au-dessus de la chambre funéraire, il y a une série de 5 pièces appelées les chambres voûtées. C'est là qu'il va me montrer des graffitis qui, d'après lui, ont été gravés par les bâtisseurs de la pyramide eux-mêmes. Pour y accéder, il faut ramper dans un puits étroit, percé à l'origine par les maçons, afin de pouvoir ressortir une fois leur travail terminé. Le puits est fermé aux visiteurs depuis des années, et nous ne pouvons y entrer que grâce à l'autorisation spéciale de Zahi Hawass. D'habitude, les visiteurs ne viennent pas jusqu'ici? Jamais. Moi, je ne suis pas venu ici depuis 9 ans. La progression est difficile. Je comprends pourquoi il y a si peu de visiteurs. Est-ce que les Égyptiens étaient petits? Vous manquez d'entraînement. Est-ce que les Égyptiens étaient tout Non, petits? ils étaient comme nous. Ils faisaient 30 cm? « 30 mars 1837, la chambre de Wellington. On a découvert ces chambres en 1837, quand les explorateurs anglais se sont creusés un chemin avec de la poudre à canon. Ah, ça va mieux. Ça va? Oui, vous savez... Oh, c'est la chambre de Nelson? Oui, chaque pièce porte le nom d'un explorateur anglais. Au fil des années, les visiteurs ont couvert de graffitis les murs et les plafonds jusqu'à ce que les autorités égyptiennes décident de condamner l'accès à cette partie de la pyramide. Mais nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour voir des graffitis du 19e siècle. Vous savez, Josh, on est dans un endroit où personne d'autre n'a le droit d'entrer. Ça a été dur pour vous, hein? C'est une véritable aventure. Rappelez-vous que les pyramides de la 4e dynastie ne portent pas d'inscription, parce que la tendance de l'époque, c'est de construire des choses massives. Dans d'autres tombes égyptiennes, on trouve une décoration élaborée et des hiéroglyphes. Mais pas dans les pyramides de Gizeh. Ici, rien ne raconte l'histoire des monuments. Les seules inscriptions sont des graffitis. Les anciens Égyptiens divisaient la main-d'œuvre en unités de 2000 hommes. Et ces unités étaient divisées en 2 groupes. Chaque groupe avait un nom. Et chaque groupe était dirigé par un contremaître. Et chaque groupe d'un millier d'hommes. Si ces graffitis ont bien été faits par les hommes qui ont construit les pyramides, alors nous connaîtrons avec une quasi-certitude la date de la construction et l'identité des bâtisseurs. Je vous suis. Voilà par quoi commence l'archéologie. Oui.
Ça aide de grogner? Oui. C'est amusant. Allez, faites-moi voir. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Vous voyez, c'est le mot Waokufu. Je vais vous dire quelque chose. Il y aura toujours des gens pour dire que ça a été écrit par les visiteurs des 2 derniers siècles. Mais vous savez, pour moi qui suis archéologue, je sens l'histoire. Je peux savoir si ça a été vraiment écrit par un ouvrier ou pas. Et autre chose, si vous avez un miroir, vous verrez que derrière de nombreux blocs, il y a des graffitis semblables qui ont été faits derrière chacune des pierres dans les 5 chambres. Et si je le mets comme ça? Je n'ai pas l'équipement nécessaire pour voir entièrement l'arrière de la pierre, mais j'arrive quand même à voir des inscriptions avec mon petit miroir de poche. On peut voir des graffitis derrière les pierres, devant les pierres, mais je vais vous en montrer un grand dans la 5e chambre avec le nom des groupes qui ont construit les pyramides. L'aventure continue à l'étage. Ce serait la preuve la plus convaincante que ce sont bien les anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides. S'il y a des graffitis derrière les blocs, cela veut dire qu'ils ont été faits avant que les blocs ne soient mis en place par les maçons. Et donc, le lien avec le règne de Khéops, 2500 ans avant notre ère, serait fermement établi. Ici, nous sommes dans la dernière chambre voûtée, le point le plus élevé qu'on peut atteindre à l'intérieur de la pyramide. Allons-nous réellement découvrir l'équivalent de la signature d'un artiste? Regardez, c'est le cartouche du roi Khéops. Et voici le hiéroglyphe qui signifie le groupe des fidèles de Khéops. C'est le nom du groupe qui a construit la pyramide. Et le nom de ce groupe est inscrit encore ailleurs. Où? Inclus dans de nombreux graffitis autour d'ici. Pas seulement dans la pyramide, mais dehors aussi. Les égyptologues ont réussi à reconstituer l'administration responsable de la construction. Mais pour moi, c'est l'élément le plus décisif, que les ouvriers qui ont transporté les blocs jusqu'ici aient fait partie des fidèles de Khéops. Et ils ont signé. Ils ont signé. C'est génial. Bon, je vous laisse et je vous parlerai d'autres preuves encore pour les Égyptiens. Je ressors tout seul? Oui. Ok, pas de problème. Je descends de 5 niveaux et 3 cordes? Oui. Ok, pas de problème. Je vais attendre un peu ici. Je n'en reviens pas de la chance que j'ai. Zahi m'a laissé seul dans la plus haute chambre voûtée de la pyramide, là où personne n'a le droit d'entrer. Je regarde autour de moi, je continue d'être impressionné par cette extraordinaire réalisation. L'assemblage des blocs était si parfait qu'il a à peine bougé en presque 5000 ans. La pyramide tout entière pèse autour de nous, autour de cette petite pièce. C'est un grand privilège de pouvoir être ici, de voir les hiéroglyphes originaux que les ouvriers ont laissés derrière eux dans un moment de fierté en disant « C'est nous qui avons construit ceci », de voir tous ces graffitis gravés au fil des ans. Je suis frappé par la différence de qualité du travail ici. Certains joints qu'on a vus en montant étaient absolument parfaits, précis, comme fait au laser. Mais ici, c'est bien plus brut, plus inégal. Vous voyez ici, le travail n'a pas été fini. Il y a beaucoup de marques de coupe. Ces lignes rouges montrent le tracé de la taille que voulait l'architecte pour ce bloc, mais il n'a pas été obéi. Ici, c'est une vision plus intime de la construction de la pyramide. Cette observation minutieuse conduit à des preuves plutôt convaincantes. Voir le nom des ouvriers écrit sur les murs à côté de celui de Khéops, c'est frappant.
Mais pouvait-il réellement effectuer un tel travail il y a plus de 4500 ans? Je vais me rendre dans une carrière et essayer par moi-même de tailler des pierres comme les anciens Égyptiens le faisaient. J'ai visité la grande pyramide de fond en comble pour savoir qui l'a bâtie et quand. Le docteur Zahi Hawass m'a guidé à l'intérieur pour me montrer des preuves de la présence d'ouvriers égyptiens. Mais John Van Hoeken soutient que seuls les survivants de l'Atlantide auraient eu les connaissances et les capacités techniques pour construire la pyramide. Je vais essayer de comprendre comment on a pu tailler et transporter les millions de blocs de pierre qui constituent la pyramide. Et la meilleure manière de le savoir, c'est de me faire tailleur de pierre moi-même. Je suis au sud du Caire et si j'arrive à suivre les indications qu'on m'a données, je devrais trouver une carrière au bout de la route. Je dois rencontrer Danny Roy, un spécialiste des méthodes de construction des anciens Égyptiens. Il doit me montrer comment ils ont taillé et transporté des blocs aussi massifs pour construire les pyramides. Je n'ai pas encore très bien compris comment marche la priorité par ici. Allons-y. Les Égyptiens utilisent le calcaire depuis des milliers d'années. La région est truffée de carrières qui s'enfoncent profondément dans la terre. En roulant à travers les gravats accumulés par des siècles d'exploitation, j'ai l'impression de voyager dans le temps. Et d'une certaine manière, c'est ce que je fais. En Égypte, le travail de la pierre est une tradition ininterrompue depuis l'époque des pharaons. Et les méthodes n'ont guère changé. Cette pierre qui est extraite de la carrière, c'est le même calcaire que celui qui a servi à l'édification des pyramides. Je suis donc au bon endroit pour vérifier si l'on peut véritablement exécuter cette tâche immense. Ici, on fait les choses à l'ancienne? À peu près, oui. Les outils sont un peu différents de ceux qu'on utilisait sous les pharaons, mais en gros, les techniques sont les mêmes, oui. En quoi sont-ils différents? Les pierres que taillent ces ouvriers sont destinées à des villas ou à des ponts plutôt qu'à des pyramides. Et les outils qu'ils utilisent sont faits d'acier trempé, un métal bien plus dur que le cuivre ou le bronze dont disposaient les anciens Égyptiens. Cet homme, ce qu'il fait, c'est qu'il va fendre la pierre. Il veut fendre le bloc. Oui. Il lui faut combien de temps pour faire ça? Pour fendre un bloc comme ça? Ouais. Quelques minutes. Vraiment? C'est très rapide. Ce qu'il fait maintenant, il crée une onde de choc tout le long du bloc pour être sûr que le bloc se fonde bien dans la bonne direction. Je ferais mieux de m'éloigner. Ce bloc est beaucoup plus petit que les blocs utilisés dans la construction des pyramides, et il a pourtant fallu beaucoup d'efforts pour le fendre à coups de masse. Mais la netteté de l'angle de coupe me rappelle la précision des joints que j'ai observés dans la pyramide. Si la pierre se fend aussi parfaitement, alors les anciens Égyptiens ont très bien pu en faire autant. Vous voulez essayer? D'accord. C'est impossible de rater. Il faut seulement frapper de toutes vos forces là-dessus avec ça. C'est important mon swing? Pas au-dessus de l'épaule? Aucune importance tant que vous frappez sur le coin. Il vous faudra peut-être plus de coups parce que lui, il fait ça depuis 40 ans, mais allez-y. Un seul coup suffit? Je ne sais pas. J'y vais à fond. Moins de 10. Tout le monde nous regarde. Bon, j'y vais. Oui. Strongly. Oh, yeah. Encore. More. Yeah, you have it. Oui, vous l'avez. Oui. Encore un? Oh, that's good. That's good. Ça va? Non, ça va. Merci. Ça va. Merci. La première taille de pierre. Combien? Je vais être payé maintenant? D'accord, merci. Shukran. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'au temps des pharaons, ils ne disposaient pas de ces masses et de ces coins. En fait, je découvre que j'ai fendu ce rocher en utilisant le dernier cri de la technologie égyptienne en matière de taille de pierre. Si avec des moyens modernes, le travail est si long, en utilisant les outils anciens, la tâche doit être quasiment impossible.
Danny m'entraîne un peu plus loin pour observer d'autres ouvriers qui emploient des méthodes plus traditionnelles. Ils pratiquent des saignées pour séparer le bloc de la masse de la montagne. Et ils ont fait ces saignées à la main? Danny me décrit comment des milliers d'ouvriers armés de ciseaux en cuivre ou en bronze ont taillé des saignées dans la roche calcaire. Les blocs étaient ensuite soulevés et transportés jusqu'au chantier de construction. C'était un travail épuisant. Aujourd'hui, la technique de base est restée la même. Les ouvriers travaillent toujours pieds nus sous l'implacable soleil égyptien. Après des milliers d'années, le seul changement, c'est l'utilisation d'outils en acier. C'est beaucoup de travail. Il y a 3000 ans ou aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. Ici, souvent, le métier se transmet de père en fils. Leurs pères les ont amenés ici quand ils étaient gamins? Oui, c'est donc bien une tradition qui remonte jusqu'au pharaon. Et maintenant, les outils se sont un peu améliorés, ce qui veut dire que c'était très dur autrefois. Reprends-le, plus bas. Les blocs de pyramide pèsent de moins d'1 tonne à plus de 20 tonnes. En moyenne, ils font 2,5 tonnes. Alors comment ont-ils été déplacés jusqu'au chantier? Danny a apporté un traîneau semblable à ceux qu'ont utilisés les anciens Égyptiens, et on va l'essayer. On fait quoi? Maintenant, on va tirer le traîneau sur cette surface. Pour faire glisser les blocs, les anciens Égyptiens construisaient un plan incliné qu'ils recouvraient d'argile ou de poussière de roche. Une fois que le sol était arrosé d'eau, il devenait possible d'y faire glisser le traîneau. Ici, dans cette carrière moderne, nous n'avons pas de rampe d'argile, mais la poussière humidifiée devrait faire l'affaire, et nous aurons une assez bonne idée de la difficulté de la tâche. C'est censé être plat. Bon, à nous deux, on peut essayer? Oui, peut-être. Je me sens costaud. Il y a une technique? Non. On tire, c'est tout. Je crois qu'il nous faut plus de monde. Bon. C'est trop lourd. Ouais, il nous faut plus de monde. Il faut croire que je n'étais pas assez costaud. Mais Danny estime le poids de ce bloc à environ 2 tonnes. Ça me console. Une fois qu'on a été assez nombreux, on a réussi à bouger le bloc sans trop de problèmes. Bon, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Mais je crois qu'on a bien avancé de 10 mètres, non? Ça prouve que c'est faisable. Ça dépend uniquement du nombre d'hommes disponibles, de la quantité d'eau et de la distance à parcourir. Et il ne faut pas oublier que la surface ici n'est pas parfaitement plane. Il faut qu'on le remette là-bas? Non, on le fera rouler. Ouf, tant mieux. Le travail dans les carrières, c'est un métier dur et pénible, mais c'est faisable. En 30 ans, avec assez de monde et une bonne motivation, les ouvriers d'autrefois ont très bien pu tailler et rassembler tous les blocs nécessaires. 30 ans. C'est le temps qu'il a fallu, selon les archéologues, pour construire la Grande Pyramide. Après avoir observé les graffitis laissés par les ouvriers des pharaons à l'intérieur des pyramides, après avoir visité cette carrière, il me semble de plus en plus clair que ce sont bien les anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides. Mais le doute existe encore. John Van Hocken soutient que les Égyptiens ne faisaient que réparer les pyramides qui leur étaient antérieures. Est-il possible que malgré la solidité de leurs preuves, les archéologues se soient trompés de 6000 ans? Ma prochaine étape va me conduire à travers le désert jusqu'à Saqqara, là où, selon les archéologues, a été construite la plus ancienne pyramide du monde.
Les archéologues m'ont montré ce qui, à leurs yeux, prouve que ce sont bien les anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides. Après avoir transpiré moi-même dans une carrière, je sais qu'ils ont pu le faire. John Van Hoeken, cependant, ne veut pas en démordre. Selon lui, seuls les survivants de l'Atlantide, avec leur technologie avancée, ont pu construire des monuments aussi extraordinaires. Et le débat ne s'arrête pas à Gizeh. Un peu plus loin, dans le désert, un autre monument mystérieux, la pyramide à degrés de Saqqara. Pour les archéologues, c'est la première pyramide jamais construite. Mais selon John, il se trompe complètement. Nous, au contraire, nous pensons que ce sont les 3 pyramides de Gizeh les plus anciennes. Alors que les archéologues pensent que les pyramides de Saqqara sont plus anciennes et montrent comment ils ont appris à les construire. Nous pensons qu'ils étaient en train d'oublier comment faire. Il faut que j'aille à Saqqara pour me rendre compte par moi-même. Et il y a 2 façons de s'y rendre. Dans un bus avec les touristes ou à cheval avec mon ami Mourad. C'est un choix facile à faire. D'après les archéologues, la pyramide à degrés de Saqqara date de 2630 avant Jésus-Christ, soit presque 100 ans avant la grande pyramide de Gizeh. La période de construction des pyramides s'étale sur une durée relativement brève. En fait, c'était une affaire de famille. La pyramide à degrés a été construite pour abriter le tombeau du grand-père de Khéops, le pharaon Djoser. Josh, voilà la pyramide de Saqqara. Parfait, merci pour la balade. De rien, avec plaisir, Josh. Mon guide à Saqqara, c'est Salima Ikram, une spécialiste de l'évolution des tombes égyptiennes. Elle va m'expliquer comment la construction des pyramides a commencé ici à Saqqara avant de se développer à Gizeh. Alors voilà la première pyramide du monde. Oui, c'est la première pyramide du monde et au moment de sa construction, c'était le plus grand monument en pierre. Et c'est une tombe pour le pharaon, mais en termes d'architecture, c'est une grande nouveauté. D'ailleurs, aucun bâtiment important n'avait encore été construit en pierre. Si un roi se faisait construire une tombe avant, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait un peu à ça. C'était des monticules peu élevés, mais ils n'étaient pas faits en pierre. C'était un tas de terre, de briques d'argile, de sable et de gravats entassés pour faire un monticule. Salima m'explique que la forme de cette pyramide est née le jour où l'architecte royal Imhotep a eu l'idée d'empiler ces monticules appelés mastaba pour en faire cette tombe grandiose que nous voyons aujourd'hui. Son idée était si novatrice qu'Imhotep fut révéré comme un dieu, et longtemps après sa mort, on continuait à l'adorer. Attention à votre tête et à vos pieds, c'est très inégal. Salima souligne certaines particularités de la construction inventée ici et perfectionnée plus tard à Gizeh. Maintenant, on arrive à l'endroit le plus intéressant. Wow, c'est immense. C'est extraordinaire. Alors ça, c'est l'entrée. Oui, ce trou là-bas, c'est une porte. C'était un des accès d'origine de la tombe. Vous ne pouvez pas voir où il est enterré maintenant à cause de cet énorme bloc de granit qui bloque l'accès à la tombe. Après l'enterrement du pharaon, la tombe était condamnée. Plus personne n'y entrait. Vous avez été à Gizeh, non? Oui. Vous vous souvenez des herses? Les herses en granit. C'est une amélioration qui est venue après. Ici, il y a un seul bloc de granit énorme qui empêche les gens d'entrer. Donc ici, c'est le prototype. C'est le prototype et ensuite on peut voir son évolution en allant à Gizeh et jusqu'où il a progressé. C'est intéressant.
Salima m'explique comment le bloc de granit qui bloquait l'accès à la tombe de Djoser a évolué pour devenir les 3 herses que j'ai franchis avec le docteur Hawass à l'intérieur de la grande pyramide. C'est une autre preuve que les pyramides de Gizeh s'inscrivent dans la continuité de l'histoire égyptienne. Si j'ai envie de descendre pour jeter un coup d'œil en bas, c'est possible? Malheureusement non. À la suite des tremblements de terre, c'est tout à fait instable. Mais si on va dans la tombe du Sud, je vous montrerai des décorations extraordinaires. Allons voir. Parfait, allons-y, par ici. La tombe du Sud est un cénotaphe. Elle servait de tombe symbolique du pharaon. Les décorations intérieures ont près de 5000 ans. On nous fait une grande faveur en nous laissant y entrer. Regardez ces murs. Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi extraordinaire? Ils sont tous recouverts de ces carreaux bleus et c'est censé représenter des nattes une fois qu'elles sont dépliées. Ça, c'est la corde et ça, c'est le tressage des roseaux. Salima m'explique que la pyramide à degrés n'est pas seulement le prototype des futures pyramides. Elle est elle-même le fruit d'une évolution des formes architecturales précédentes. Ces carreaux, représentant des nattes de roseaux stylisés, font de ce complexe de pyramides à degrés une version en pierre des bâtiments traditionnels égyptiens. Et il faut considérer ce site plutôt comme le fruit d'une évolution que comme un point d'origine. C'est ce qui prouve que ce lieu existait avant Gizeh. Oui, absolument. À Gizeh, les faits présentés par le docteur Hawass étaient particulièrement probants. Et maintenant, ici à Saqqara, Salima venait de me montrer comment la pyramide à degrés s'inscrit dans la tradition culturelle égyptienne. La thèse selon laquelle ce sont bien les Égyptiens qui ont construit les pyramides semble parfaitement établie. Alors qu'en pense John Van Oken? Devant toutes ces preuves, il semblerait qu'il devrait s'incliner. Mais John refuse de s'avouer vaincu. Les archéologues Zahi Hawass et Salima Ikram ont mis en pièces la théorie selon laquelle les pyramides auraient été bâties par des survivants de l'Atlantide. Mais cela n'ébranle pas les convictions de John Van Oken. Il croit dur comme fer que les Égyptiens ne faisaient que réparer des monuments qui étaient là des milliers d'années avant eux. Et devant cette montagne de preuves qu'est la Grande Pyramide, il dit qu'il y a quelque chose d'encore plus ancien à me montrer. Les archéologues veulent des preuves, pas simplement des théories et des vieux mythes. Et il y a ici un élément qui ne colle pas avec les dates des archéologues. John affirme que le Sphinx est le plus ancien monument de Gizeh et qu'il en a des preuves indiscutables. De plus, il établit un lien entre la sculpture énigmatique et une bibliothèque disparue qui contiendrait toute la sagesse des architectes atlantes de Gizeh. Les géologues disent que ce type d'érosion... John m'emmène voir les traces d'érosion sur les murs qui entourent le Sphinx. Vous voyez ces rigoles creusées sur les rochers? Oui, elles ont été faites par des pluies tropicales qui érodent la roche de cette manière. Mais pour que ce soit arrivé, il faut que ce soit bien plus ancien. Parce qu'il ne pleuvait pas assez ici? D'après John, les études géologiques ont établi que ces marques d'érosion peuvent uniquement avoir été creusées par des pluies torrentielles, ce qui n'est pas arrivé sur le plateau de Gizeh depuis environ 9000 ans. Donc ces traces, c'est parce que l'eau s'écoule de cette manière et fait ses formes rondes. Exactement, c'est ça. Si c'est vrai, John soulève un élément troublant. Le Sphinx est-il vraiment le monument le plus ancien de Gizeh? Si c'est le cas, est-ce que le mur pouvait être là avant le Sphinx? Eh bien oui, si vous regardez autour de vous, vous verrez aussi des marques d'érosion là-haut. Alors ce serait peut-être arrivé au même moment. Oui. Donc les marques d'érosion sont cohérentes. C'est ce que nous croyons. Les égyptologues disent que le Sphinx est là pour garder les tombes des pharaons. Mais si ce sont les Atlantes qui l'ont bâti, alors pourquoi gardait-il autre chose?
Donc s'il surveille l'horizon et qu'il marque le temps en gardant un secret, je me demande, c'est quoi ce secret? Allons voir cette stèle. John pense que la réponse est cachée sur la stèle du rêve, une plaque de hiéroglyphes située entre les pattes du sphinx. Et regardez l'image qu'ils ont gravée. On dirait une maison. Oui, c'est une chambre souterraine en dessous du sphinx. D'après John, des indications importantes concernant l'héritage des Atlantes figurent sur cette stèle. Selon lui, tandis que l'Atlantide sombrait sous les vagues, une troupe de survivants aurait préservé les archives de la civilisation disparue. Ils les apportèrent ici et les cachèrent dans cette chambre souterraine. Les inscriptions de la stèle du rêve, en fait, sont une carte au trésor gravée dans la pierre. Il y a vraiment quelque chose sous le sphinx? Oui. Pourquoi il y en a deux? Le sphinx de gauche et le sphinx de l'ancien temps, quand il a été construit la première fois et que les archives ont été enterrées et scellées. Ça, c'est le sphinx d'hier. Quand vous regardez de ce côté, vous voyez en fait le sphinx de demain, quand il s'ouvre et... qu'il révèle ses secrets. Oui. Le sphinx cache-t-il vraiment une carte au trésor entre ses pattes? Serait-il le gardien non pas de tombes royales, mais de connaissances oubliées d'un ancien peuple? Je décide de faire venir Zahi Hawass au même endroit pour entendre ce qu'il pense des affirmations de John. Je crois que vous allez apprécier parce que vous me dites toujours « apportez-moi des éléments tangibles ». Je sais, je pourrais dire qu'il y a une chambre là-dessous et comme on ne peut pas la voir, on ne saura jamais. Mais ici, il y a un élément physique, les marques d'érosion sur ces rochers. Les géologues ne disent-ils pas que cette érosion a été causée par l'eau et que ça devait être il y a 9 ou 10 000 ans? Oui, mais il y a un seul géologue qui le dit. Un seul, oui. Mais s'il était comme Galilée, qui a dû convaincre tout le monde. Oui, il a essayé, mais je pense qu'il se trompe. Mais il pourrait avoir raison. Non. Selon lui, il y a une explication bien plus simple. Il me dit que les pierres du sphinx proviennent du même lit de calcaire et que les rigoles sont des fissures naturelles de la roche, accentuées par des siècles d'exposition à l'érosion par le sable. Mais que va-t-il me dire de la stèle du rêve, de cette image du sphinx perchée au-dessus de ce qui semble être une chambre souterraine? Je suis curieux de savoir ce que disent les archéologues de ces inscriptions. Ces inscriptions sont très claires. Elles montrent Toutmose IV devant le sphinx qui repose sur un piédestal. Et les hiéroglyphes nous racontent son histoire. Je ne vois pas ce que cette histoire a à voir avec les Atlantes ou je ne sais quoi. Et ça ne ressemble pas à une maison? Non, tous les dieux égyptiens apparaissent sur un piédestal. C'est un socle parfaitement banal. Il leur faut, comme une chaise, il leur faut quelque chose comme ça. L'histoire que lit Zahi Hawass sur la stèle est complètement différente de celle de John. Pour lui, elle parle d'un pharaon nommé Toutmose IV, qui s'est élevé jusqu'au trône après avoir rêvé que le sphinx lui parlait. Pour commémorer son rêve et son accession au pouvoir, il a érigé cette stèle. Ce que nous avons découvert, c'est des ouvriers, des inscriptions, des temples. Pour le docteur Hawass, les pyramides et le sphinx sont sans l'ombre d'un doute l'œuvre des Égyptiens. Et les preuves qu'il apporte ridiculisent les théories de John. Il n'y a rien qui prouve le moindre lien avec l'Atlantide. C'est un mythe. L'archéologie peut tout prouver. Pour clore le débat, le docteur Hawass va encore me montrer quelque chose. Une chambre souterraine a bien été découverte sous la route qui relie le sphinx aux pyramides. Mais ce n'est pas une bibliothèque disparue. C'est la tombe inondée d'un dieu égyptien. Faites attention, parce qu'on descend de 3 niveaux. On est au niveau 1. Attention. D'accord. C'est vraiment profond. Ça glisse. Comment il ferait ici pour monter ou descendre sans ces échelles? Niveau 3. Cette échelle-ci est drôlement branlante.
Vous pouvez descendre maintenant. Profondément enfoncée sous le sol, la tombe d'Osiris, le dieu égyptien du monde souterrain. Je veux que vous voyiez ça. Tout ce que j'arrive à voir, c'est le dessus d'un énorme sarcophage. Oh, on marche sur un sarcophage. Ça, c'est le couvercle qui recouvre le sarcophage. Avant, j'ai découvert le hiéroglyphe appelé Pir, qui signifie maison. C'était où? On ne peut plus le voir. Il est sous l'eau maintenant. Le docteur Hawass m'explique qu'autrefois le plateau de Gizeh s'appelait l'endroit, ou la maison d'Osiris. La présence ici de la tombe d'Osiris signifie que les tombes des pharaons et tous les monuments de ce plateau sont placés sous sa protection. Il y a effectivement des chambres souterraines ici, mais ce n'est pas ce que croit John Van Auken. Attention, c'est dangereux ici. Tout ce qui a été découvert à Gizeh, que ce soit le monde souterrain mythologique ou les monuments à la surface, se rattache aux anciens Égyptiens et pas du tout au mythe de l'Atlantide. Mais vous pouvez prolonger le mythe, parce qu'il est le seigneur des tunnels de Gizeh. Il est le dieu qui les protège tous. Et nous foulons sa tombe. Oui, c'est exact. On devrait peut-être s'en écarter. D'accord. Je suis allé aussi haut qu'on le peut à l'intérieur de la grande pyramide. Et je me suis enfoncé aussi bas que possible sous le plateau de Gizeh. De la pointe des pyramides aux chambres souterraines, l'ancienne civilisation égyptienne brille de tous ses feux. Certains prétendent que les splendides monuments du plateau de Gizeh, ces grandioses pyramides et le sphinx énigmatique, sont l'œuvre d'une race surhumaine. Mais d'après Zahi Hawass, ils furent en réalité bâtis par des gens comme vous et moi, et ça ne les rend pas moins magnifiques. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accordera pour dire qu'aujourd'hui, demain et pendant les millénaires à venir, ces monuments resteront le témoignage d'un savoir-faire extraordinaire.